Il était question pour nous de pouvoir montrer les réalisations en termes de recherche, en termes d'innovation de l'école auprès du public, que le public puisse connaître ce qui s'est fait en matière de sensibilisation, de promotion, de valorisation des services des ressources en eau. Nous sommes en train de former les cadres, nous sommes en train de former les scientifiques, c'est pour répondre à un besoin. Et le besoin là est exprimé par la communauté, le peuple, le public qui est notre client. Alors il faudra qu'on puisse échanger, que nous puissions comprendre réellement ce qu'ils veulent en termes de solutions aux problèmes qui se posent dans leur secteur de travail respectif en matière de gestion de l'eau. Après ceci, il y aura un travail de suivi pour mettre en œuvre, implémenter les recommandations que nous avons reçues, mais aussi continuer la sensibilisation pour que les questions des ressources en eau puissent être abordées à leur juste mesure dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devrait être retraitée comme un bien économique. Et il est important que nous puissions comprendre cela et que nous puissions donner à l'eau sa juste valeur. Pour cela, c'est que nous devons passer par le renforcement des capacités. Nous devons former les gens. Nous devons former les gens qui connaissent l'eau, qui abordent les questions de l'eau avec l'intelligence et tous les efforts que nous sommes en train de faire. Actuellement, nous avons un programme de master en ressources en eau qui a 5 spécialisations. Nous avons eau et environnement. C'est la première spécialisation. Deuxième spécialisation, c'est eau et énergie. Troisième spécialisation, c'est eau et navigation. Quatrième, c'est eau potable et assainissement. Et la cinquième spécialisation, c'est eau, irrigation, aménagement hydro-agricole. Ce sont des spécialisations qui sont calquées sur les potentiels services des ressources en eau qui sont disponibles au niveau de la République démocratique du Congo ou bien au niveau du bassin du Congo. Pour le moment, nous avons un besoin puisque les 5 spécialisations sont limitées aux ingénieurs et ceux qui ont fait les sciences exactes. Alors maintenant, pour le moment, nous avons un besoin pressant de la part de ceux qui ont fait les droits, sciences sociales et comme ça. Et c'est que nous sommes maintenant à pied d'œuvre pour commencer une autre filière sur la gouvernance de l'eau. Nous avons des ingénieurs civils, des polytechniques, des ingénieurs de pétrole et gaz, les ingénieurs agronomes, ceux qui ont fait la géoscience. Nous avons pris les environnementalistes, les économistes et ceux qui ont fait l'ISTA, l'INBTP fréquentent notre programme. Alors, les biologistes, bien entendu, les physiciens, mais nous avons aussi cette année, puisque ça c'est la deuxième promotion, à la deuxième promotion, il y a eu des médecins qui se sont aussi inscrits au programme. Alors, maintenant, c'est que nous voulons ouvrir avec une autre filière gouvernance de l'eau qui va devoir accepter ceux qui ont fait les sciences de droit, sciences sociales, relations internationales et comme ça. Il faut être excellent. Ici, c'est que nous formons des gens, de jeunes, des professionnels qui sont aptes à l'innovation scientifique et technologique. Et pour cela, les gens doivent être aptes, doivent être préparés à cela. Ces posters renseignent sur les objectifs, les modules, mais aussi les approches pédagogiques que nous avons dans notre spécialité. Comme objectif spécial, la spécialité eau et assainissement permet aux apprenants de se familiariser aux différentes méthodes de gestion des ouvrages de collecte, des traitements, mais aussi des eaux usées, des eaux potables et aussi la gestion de tout ce qui est déchets, que ce soit déchets liquides, solides. Comme module, nous avons le module eau potable et assainissement. Dans le module eau potable et assainissement, nous travaillons sur la quantité des besoins en eau des agglomérations. Nous travaillons aussi sur le traitement des eaux et les méthodes de contrôle et de surveillance de l'eau potable. Dans le module eau usée, nous parlons du système de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux usées. Parce que nous avons parlé des eaux potables, mais après l'utilisation de l'eau, il y a un déchet qui en ressort, ce sont les eaux usées que nous devons aussi gérer pour ne pas polluer l'environnement. Dans le module hydraulique et réseau d'AEP, nous parlons de comment faire l'accès à cette eau potable. Nous avons traité de l'eau potable, mais il faut que cette eau potable puisse être accessible à la population. Donc nous avons des réseaux, nous dimensionnons des réseaux, que ce soit au niveau urbain comme au niveau rural.
Et ici, dans notre pays, en RDC, au niveau rural, c'est plus de l'eau souterraine qui est captée. Donc, nous mettons en place des forages pour pouvoir permettre l'accès à l'eau potable. Nous avons aussi un module de projet à développer et opportunités, c'est que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Chaque étudiant choisit des sujets pertinents dans le domaine de l'eau pour résoudre des problèmes quelconques. Alors, est-ce que vous avez tenu compte dans vos travaux de recherche de l'aspect changement climatique? Oui, actuellement, le changement climatique, c'est un sujet vraiment pertinent. La plupart des sujets que nous avons pris dans notre spécialité tiennent compte du changement climatique. Par exemple, il y a une collègue qui parle sur l'impact des inondations et du changement climatique dans le bassin versant de Ndjili. Il y a des camarades aussi qui ont fait des scénarios sur les changements climatiques. Ces posters représentent les résultats d'une recherche qui est réalisée en collaboration entre l'École nationale supérieure d'hydraulique d'Algérie et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Alors, ce sont les résultats de mon mémoire de master que j'ai effectué en Algérie. Alors, ces résultats, en gros, utilisent la modélisation hydrologique pour essayer de montrer les différents scénarios sur la disponibilité de l'eau et les usages dans le bassin du Congo. Et puis ici, nous avons pris le cas du bassin versant d'Inkissi. Donc, le bassin versant d'Inkissi, nous savons bien la rivière Inkissi, c'est du côté de Kisantu. Alors, c'est de ces sites-là que nous sommes focalisés pour mener cette recherche. Alors, nous avons eu des entretiens avec les usines de production d'eau potable installées à Kisantu. Et il y a aussi autre usage, ce sont les barrages hydroélectriques. Nous devons noter que la rivière Inkissi héberge 3 barrages hydroélectriques, Zongo 1, Zongo 2 et celui de Sanga. Alors, toutes ces utilisations sont dépendantes de la ressource en eau qui est disponible sur la rivière. Alors, il était question de voir est-ce que cette ressource disponible sera toujours importante présentement et dans le futur. Alors, nous avons utilisé quelques scénarios de changement climatique pour essayer de voir est-ce que dans le futur, est-ce que ces ressources seront disponibles. Et cette étude a pris aussi en compte quelques scénarios pour envisager la réhabilitation de quelques infrastructures hydrauliques installées, notamment pour les barrages et la production de l'eau potable. Et à quel résultat primaire, si on peut dire ainsi, avez-vous déjà abouti? Ok, à partir de cette étude, nous avons compris que si rien ne change, à partir de 2030, la population vivant à Kisantu aura des problèmes d'approvisionnement en eau si l'usine n'arrive pas à réhabiliter et à augmenter sa capacité de production. Donc il y aura un problème. Nous avons aussi vu qu'avec la croissance de la démographie, que ce soit l'eau potable et l'hydroélectricité causera un grand problème à partir de 2030. Ce sont les résultats que nous avons prouvés. Alors si le gouvernement utilise les scénarios que nous avons développés ici pour la réhabilitation et l'augmentation des capacités, ces impacts-là seront atténués. Notre poster, en fait, il est en train de présenter l'approche des combinaisons d'observation spatiale et des données in situ pour la réduction des vulnérabilités aux inondations de population dans la rivière Ndjili. Et de manière ramassée, au fait, notre étude se place principalement dans la connaissance des causes des inondations dans le bassin versant de l'Ndjili, en cherchant à savoir quelles sont les causes des inondations, quelles sont les causes qui aggravent les inondations dans notre bassin versant et comment arriver, au fait, à gérer ces inondations-là, comment arriver à augmenter la résilience des populations par rapport à ces différentes causes. Et par ces connaissances, nous serons à mesure au fait de faire des propositions structurelles et non structurelles pour notre bassin. Et sur des solutions structurelles, nous sommes en train de penser à des dimensionnements des ouvrages, des collectes et des retenues d'eau. Et ces ouvrages qui peuvent aider bien sûr pour une gestion intégrée des ressources en eau, qui peuvent aider pour l'irrigation, qui peuvent aider pour les recharges des nappes et des solutions non structurelles. Donc dans les solutions non structurelles, nous pensons principalement à des systèmes d'alerte. Et lorsque nous allons mettre en place toutes ces différentes solutions,
Cela pourra aider à réduire la vulnérabilité aux inondations des populations dans notre bassin versant. Est-ce que vous pensez à une autre utilisation de ces eaux? Est-ce que ces eaux peuvent être canalisées à autre chose ou elles se perdent dans la nature? Oui, en fait, c'est même là au fait que notre travail trouve son approche intégrée dans la gestion de ressources en eau. Ces eaux-là qui vont venir des inondations peuvent être utilisées pour l'irrigation. Par exemple, ces eaux-là qui sont retenues peuvent être utilisées pour les recharges des nappes. Et les recharges des nappes, bien sûr, qui peuvent aider toujours pour l'approvisionnement en eau potable auprès des populations. Ces eaux-là qui peuvent être retenues peuvent être utilisées pour la navigation. Bien sûr, si on pense rendre la rivière Njili navigable et que nous avons besoin d'augmenter les tirants d'eau dans notre bassin, c'est un peu ça l'utilisation que nous voulons faire. Est-ce que dans votre recherche, vous pensez à la note changement climatique qui exacerbe aujourd'hui un certain nombre de phénomènes naturels? Exactement. Nous avons pris une période d'étude de 28 ans. Bien sûr, cette période d'étude a été prise par rapport à la disponibilité de données. Mais pendant cette période d'étude, nous avons eu au fait à faire des scénarios de changement climatique pour voir principalement si les inondations qui ont lieu dans notre bassin versant, si principalement elles sont dues au changement climatique ou à l'occupation du sol des populations. Ça, c'est un résultat au fait que nous voulons étudier pour dire si réellement les changements climatiques ont un impact sur les inondations. Bien sûr, nous pouvons le dire, mais nous préférons faire des études. Il y a un problème qui se pose au niveau de la production. Quand il y a manque d'eau, quand il y a stress hydrique, on ne sait pas produire et cela a des conséquences, bien sûr, sur les sols. Donc, les sols vont durcir et on ne saura pas bien produire. C'est pour cela, dans le cadre de notre travail, nous nous sommes dit que nous allons nous focaliser sur les dimensionnements d'un système d'irrigation, spécialement pour la culture des riz, vu l'importance que la culture des riz porte sur l'ensemble de la RDC et au niveau mondial. Donc, les riz est les plus consommés. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit que nous puissions nous focaliser sur ce travail. À quelle petite conclusion, disons-le comme ça, avez-vous déjà abouti dans votre recherche? Bon, nous sommes en train, bien sûr, jusque-là, nous avons défini les besoins en eau pour la culture des riz, bien sûr, mais il y a encore un chemin à parcourir. Nous sommes en train de chercher à savoir est-ce effectivement il faut l'irrigation dans cette zone d'étude. C'est pour cela que nous sommes en train de faire une étude comparative pour voir surtout avec les NDVI, les données des sécheresses, pour voir comment évolue la végétation au niveau de la zone d'étude afin d'être rassuré que réellement ça vaut la peine de faire cette étude et ça vaut la peine effectivement d'irriguer. Nous avons compris que le parc marais de mangrove de Mwanda, c'est une aire protégée mais qui est en train de subir des menaces du jour au jour. Pourquoi? Parce que la population ne sait pas où aller faire leur culture, où aller faire leurs activités au fait. Raison pour laquelle ils sont toujours dans les mangroves. Quoiqu'il y a la présence de l'ICSN, il y a la présence par exemple de CPN, mais la population ne cède pas les mangroves parce qu'ils ne savent pas où partir. Raison pour laquelle, ça sera mon résumé par exemple, vous pouvez enlever par exemple nous les mamans dans les maisons, sinon tout un parent, vous pouvez enlever un couteau dans les couteaux entre les mains de l'enfant, mais il faudra lui changer un bâton pour qu'il ne pleure pas. Non, il n'y a pas d'alternative. Donc la population ne fait que s'arranger dans les mangroves. Il y aura par exemple un projet de l'aquaculture, parce qu'avec l'aquaculture par exemple, la population ne va plus pénétrer les mangroves. Même s'ils vont pénétrer, mais il y aura diminution. Il y aura diminution que les laisser comme ça. Ou sinon avec les reboisements encore, quand il y a les reboisements, la population peut couper dès que par exemple, c'est parce que par exemple les acacias
au bout de 5 ans, 6 ans, c'est déjà un grand diamètre. Ils peuvent couper les braises là, les macas là. Alors tout ça, ça peut diminuer la pression des mangroves. C'est toujours comme l'apiculture aussi. Donc quand vous avez par exemple tous ces projets-là, donc je crois que ça va diminuer la pression dans les mangroves. Cet endroit est spécifique, on appelle ça passe rocheuse de Kandolo. Tant que vous n'avez pas encore franchi cette passe, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Alors nous avons essayé de voir, parce qu'à l'époque, comme j'expliquais, vous voyez la forme même de cette passe. L'entrée ici est très petite, c'est comme un entonnoir. Et ici, il y a de pression, de courants traversiers et des courants violents qui font que si vous nous prenez, vous n'avez pas d'abord une réserve en termes de puissance motrice de votre bateau, vous êtes dérivé. Et de part et d'autre, vous avez des roches qui sont statiques, ne bougent pas. C'est comme ça, les petits points là sont des signaux de balisage qu'on appelle bouées, sont des signaux flottants. Et pour s'engager, il faut suivre les alignements. Alors, nous avons dit, actuellement, la largeur de la passe est de 60 mètres. Et la profondeur minimum que nous préconisons, c'est 1,30 m. Mais on peut avoir des bateaux de grands gabarits, tout ça. Alors, il faut faire des travaux pour élargir un peu la passe et davantage aussi approfondir. Mais pour faire ça, nous devons utiliser la technique qu'on appelle dérochement. Hein? Donc il faut dérocher parce que ce sont des roches. Avec la grille ici. Mais il y a des roches qui sont pas tellement solidaires, vous pouvez arracher ça. Mais il y a des roches qui sont vraiment dans un amas. Il faut désagréger la roche avec une sonnette. Et comme ça, ce sont de petits blocs que vous pouvez facilement prendre. Mais il y a une autre technique que les gens disent, c'est plus simple, mettre les explosifs, des dynamites. Mais nous craignons le dynamite, mais vous avez l'écosystème aquatique et tout ça là, donc on va détruire tout l'écosystème. Et si vous ne faites pas attention, ça va dynamiter le tout. En amont, il y aura appel d'eau vers l'aval et vous allez perdre le plan d'eau, le trafic s'arrête. Ici, nous allons contrôler avec la technique de dérochement, mais cela nous permettra que le roche que nous allons arracher, protéger la rive ici. Parce que sur le terrain, si vous allez cette rive ici est érodée. Le grand courant qui entre par ici vient frapper sur la rive ici et il y a l'érosion des rives. Et l'usine qui était ici a déjà perdu plus de 2 rangées de bâtiments de travailleurs. Et maintenant, il y a une église qui est pratiquement aussi menacée. Alors, on va protéger avec le bloc de roches qu'on aura, comme on protège le littoral. Si ça va demander qu'on fasse les gabions, ça, ce sont les gabions. Vous voyez, on a pris les roches, on a mis ça dans de treillis, on place ça pour protéger la rive. L'important, c'est quoi? Quand vous faites en maçonnerie, la pression, la force hydrostatique qui va taper là-bas, un jour, ça risque aussi de faire écrouler. Mais si vous avez des interstices, donc l'eau va passer à travers ça, ça diminue seulement la vitesse du courant, mais ça n'empêche pas. Et nous passons aussi protéger ça avec cette technique. Pour le faire, il faut faire la bathymétrie, les sondages, parce que c'est le sondage qui va vous permettre de dire ici nous avons telle profondeur, ici là-bas nous avons moins. Et c'est ce qui va vous permettre de quantifier le volume de roches que vous allez enlever. Il faut le connaître déjà avant. Et à partir de ces volumes, on peut avoir 100 mètres cubes ou en tonnes. Maintenant, vous savez que quand on vient, ça prendra au moins 6 mois de travaux. Donc vous ouvrez votre chantier de dragage et vous faites le travail. Donc à ce moment-là, vous améliorez les conditions de navigation sur votre passe, notamment la passe rocheuse de Kandolo. Aujourd'hui, la question des tourbières, c'est une question cruciale dont les pays s'intéressent dans les comptes de séquestration carbone, parce que nous savons
pour atténuer les changements climatiques, on a besoin que le carbone soit séquestré. Alors la zone par laquelle où le carbone est séquestré selon les recherches, au moins 3%, c'est séquestré dans la zone à tourbière. Et dans cette zone à tourbière là, nous voyons la principale, nous voyons l'eau, c'est une zone humide. Mais dans cette zone humide là, il n'y a pas seulement l'eau qui construit la tourbe, il y a aussi les végétaux, c'est-à-dire caractérisation des biodiversités des végétaux. Donc nous appelons caractéristiques floristiques et fauniques. Parce que nous avons les espèces floristiques et nous avons aussi les espèces fauniques. Alors quant à ça, dans la zone là, aujourd'hui, nous constatons, nous remarquons qu'il y a une pression attropique. Les humains, la communauté, et déjà c'est beaucoup plus les activités, entre autres, l'exploitation des bois, d'œuvres, que ce soit artisanale ou industrielle, entre autres, donc la pêche non responsable, c'est-à-dire une pêche qui vient là avec les produits toxiques et tout ça. Alors, il nous a été pris seulement de voir d'abord, est-ce que c'est toute la végétation, soit toutes les espèces qui se trouvent dans des zones à tourbière, des zones réputées, zones qui sécrètent mieux le carbone. Raison pour laquelle, par rapport à cette recherche, nous pouvons retenir que la présente étude vise à caractériser les espèces floristiques dans la zone à tourbière, la cuvette centrale, qui jouent un rôle actif dans la conservation des tourbières et parce que et le filtrage de l'eau. On les stocke dans la tourbe en relâchant lentement et les relatifs les cris et étale aussi les étiages. Et raison pour laquelle nous nous sommes basés afin de pouvoir procéder à inventorier les différentes espèces floristiques qui se trouvent dans la zone à tourbière en passant par la méthodologie initiée par Inventaire forestier national en 2018 qui est aussi invoquée par CREBAC. Voilà un peu en gros ce que nous pouvons retenir par rapport à cette recherche dont nous avons constaté l'abondance de plusieurs espèces. Par exemple, le Querocarium précieux, c'est l'espèce la plus observée dans les zones à tourbière d'après nos recherches. Nous sommes ici, comme vous le dites, à la journée porte ouverte de l'école régionale de l'eau. Cela prouve de l'importance que l'eau a dans la vie de l'homme. Et le Congo a beaucoup d'eau, des ressources en eau, qui parfois le Congo oublie que cette potentialité d'eau le met à un niveau très élevé. Et cette école est là pour valoriser le Congo, notre pays, par rapport à ses ressources en eau. Donc, avec la porte ouverte, on voit de quoi est capable cette école pour former, avoir de la main-d'œuvre, avoir les ressources humaines, avoir les experts. Parce que quand on traite des ressources en eau dans le monde, parfois la RDC est absent, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'experts. Mais maintenant, dans tous les domaines, dans tous les aspects, nous aurons des experts qui sont en train d'être formés et je suis fier d'être parmi les formatrices. Professeur, l'eau, une ressource indispensable, mais aujourd'hui, source des conflits, on l'a entendu, mais qui devrait être en principe une source de paix et de collaboration. Que faire? Oui, comme nous on venait de l'écouter par les différents mots, au contraire, l'eau doit nous réunir, au lieu que l'eau nous divise. Donc nous devons monter des stratégies, comment à partir de ces ressources, montrer, offrir à ceux qui manquent une collaboration pour que c'est une ressource naturelle, nous l'avons trouvée et nous devons partager avec ceux qui en manquent. Mais le partage doit être fait d'une manière équitable et raisonnable afin que nous puissions garder ce qu'on appelle la durabilité de ces ressources. Si on ne le fait pas d'une manière équitable et raisonnable, cette ressource disparaîtra un jour. Et pour que le Congo puisse garder le monopole, le Congo doit associer ses experts dans l'exploitation et dans le partage de ces eaux. Le défi, c'est de pouvoir former une masse critique de personnes, d'experts, de scientifiques qui vont devoir se mobiliser pour aborder les questions de l'eau, donner des solutions adéquates qui s'imposent. C'est ça. Alors, il y a plusieurs enjeux qui se profilent. C'est que d'abord, il y a les enjeux économiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux
diplomatique, n'est-ce pas? Comme vous savez, aujourd'hui, les gens évoquent que la guerre prochaine, c'est la guerre de l'eau. Mais nous disons qu'autour de l'eau, nous devons construire la paix. C'est un enjeu, c'est que nous devons construire la paix autour de l'eau et nous ne devons pas penser à la guerre. Et pour cela, nous devons préparer les gens qui sont aptes à la diplomatie de l'eau, aptes à la gestion des ressources en eau transfrontalières, qui sont aptes à pouvoir favoriser l'utilisation efficiente de l'eau. Puisque l'eau, si elle n'est pas utilisée d'une façon équitable, elle devient un facteur de conflit, n'est-ce pas? Conflit entre les communautés, puisqu'il n'y a pas une distribution équitable, on peut appeler justice distributive. Conflit entre les pays, n'est-ce pas? À cause des conflits des ressources en eau transfrontalières. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas toute cette expertise qui est mobilisée, nous risquerons d'assister à ce que les autres prédisent. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons former les gens, nous devons équiper les gens, lancer les experts sur terrain et qu'on puisse avoir des experts de l'eau qui abordent les questions de l'eau. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. On ne s'en sort pas puisque les questions de l'eau ne sont pas abordées par les experts de l'eau.